Bonsoir, bonsoir à tous. Bonjour. Je vais vous parler de l'hôpital américain aujourd'hui. Je vais vous parler d'une rencontre que je viens d'avoir avec des responsables de l'hôpital américain. Partagez si vous pouvez, partagez ce live spontané, un live qui rentre dans le combat que nous devons mener pour la libération de l'Afrique. Un combat âpre, un combat sans répit, sans concession, un combat pour la survie de l'Afrique. Vous ne savez pas jusqu'où certains Occidentaux sont prêts à tout pour maintenir l'Afrique dans la précarité, dans la vulnérabilité, dans le sous-développement, dans l'animalité. Vous ne savez pas. Et pas qu'ils ne sont pas conscients, c'est volontaire, c'est violent, c'est inhumain. Moi, ça m'amuse quand je vois la jeunesse africaine n'être forte que derrière les claviers des réseaux sociaux, à combattre leurs combattants, à proférer des insanités. Le combat, ce n'est pas là-bas. Viens ici. Viens, tu fais quoi? Va devant, on t'attend. On attend que tu sois devant. Pauvre Afrique. Pauvre Afrique. On en arrive à se dire, ah, l'Afrique bouge. Mais quand on voit le volume de la masse des Africains qui bougent, qui veulent le changement, qui sont déterminés, on appartient à la masse critique. Impossible. Et les Occidentaux sont conscients de ça. Ils sont conscients de ce que la jeunesse africaine, l'Afrique qui doit diriger, la partie adulte responsable, ceux de la cinquantaine, qui normalement sont ou doivent être aux commandes de cette partie de l'Afrique qu'elle subit. Qu'elle subit de la part de ses dirigeants en complicité avec les Occidentaux. On est conscient. Pour preuve, vous n'allez jamais voir des lives sérieux fréquentés par la jeunesse africaine. Non. Les lives sérieux qui posent le problème de l'autodétermination de l'Africain. Vous ne voyez pas les gens. Il faut faire dans la futilité, dans l'inutilité, dans le buzz, dans ce que les Camerounais appellent le Japap, pour voir les Africains intéressés. Vous faites un post qui parle du football, qui parle des déboires des uns et des autres, qui parle de certains dirigeants du football, camerounais ou africains, et vous voyez les gens se déverser. L'Africain tourne le dos à son avenir. C'est terrible. Là, ce que je suis venu faire aujourd'hui à l'hôpital américain, c'est d'une importance
capitale. Important parce que ça permet de comprendre pourquoi depuis la nuit des temps, depuis toujours, les Africains un peu nantis, mais en général les Africains voleurs, qui pillent les deniers publics du continent le plus pauvre du monde, donc du peuple le plus pauvre du monde, pour venir se soigner dans l'hôpital le plus cher de France. Donc, c'est tellement une compétition mondiale de la charité. Pourquoi les dirigeants voleurs africains se soignent ici, là, en toute impunité? Il faut comprendre ça pour comprendre la notion de l'évacuation sanitaire. Comprendre pourquoi l'Africain ne se soigne pas convenablement. Il faut venir au cœur du problème. Ah, le problème, c'est ici. Le problème se trouve dans cette image que je vous ai montrée jusque-là, l'image de l'hôpital américain que les TikTokers pourront regarder. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est l'hôpital américain. Voilà, qui se projette là. Je suis garé exactement en face de l'hôpital américain. Les Facebookers, je pense que vous voyez, là, c'est l'hôpital américain. C'est l'entrée de l'hôpital américain que vous voyez là. C'est ça, l'hôpital américain. Donc, je suis à l'entrée de l'hôpital américain. J'ai été reçu par des responsables de cet établissement, des personnes travaillant dans la direction des affaires internationales. Cette direction qui a donc pour objectif d'aller démarcher la patientèle. Et j'ai envie de dire la clientèle. Parce que l'hôpital américain, c'est un établissement purement à but. On dit non lucratif, mais à but lucratif. C'est un établissement commercial qui fait du commerce exactement comme toutes les entreprises commerciales du monde. C'est un hôpital qui a une activité commerciale décomplexée et qui assume qu'elle, elle veut du pognon avec des tarifs qui défient tout bon sens, des dépassements d'honoraires qui défient tout bon sens. Non pas que les soins sont forcément plus performants que dans la plupart des hôpitaux de la région parisienne ou de la France ou de l'Europe. Non. Le service non médical, ce qu'on appelait l'hôtellerie. Oui, il n'y a rien à dire. Tout ce qui tourne autour du soin, mais qui, d'une manière ou d'une autre, voilà, participe peut-être au bien-être du patient, parce que le patient qui est couché dans un lit voilà, digne d'un hôtel 6 étoiles, qui a aux petits soins à tous les niveaux, qui a une réponse à toute problématique, même de logistique. Voilà, il est content, voilà, on va pas dire le contraire, et puis voilà, ok. Ça, effectivement, il y a un souci dans la prise en charge des malades en Occident en général, en France en particulier. C'est-à-dire que l'insatisfaction du patient est devenue de plus en plus importante.
Insatisfaction à cause de plusieurs raisons, dont le manque de personnel, la pénurie du personnel, personnel aide-soignant, infirmier, même médecin. L'appel du patient, pour quelque raison que ce soit, reste longtemps sans réponse. Effectivement, ça peut provoquer une certaine... Donc ça, on est d'accord. Et l'hôpital américain a compris ça et compense ça par la qualité donc de son service extra-médical. Bon. Est-ce suffisant pour justifier que les dirigeants africains sont des abonnés de cet établissement et bien d'autres aussi, mais c'est quand même un établissement par excellence qui recrute à l'international. 40% de la patientèle de l'hôpital américain est étrangère, vient d'ailleurs. 40%, ça c'est du jamais vu. Il n'y a aucun hôpital classique français, établissement public, même privé, qui a 40% de la patientèle étrangère. Donc c'est un hôpital qui a volontairement tourné son activité vers l'étranger. Et selon les chiffres officiels, cet établissement, 40% de sa patientèle étrangère est africaine. Je me répète, 40% de la patientèle de l'hôpital américain. Ça, c'est le chiffre officiel. Hein. En réalité, si on va voir, il faut un peu corriger ces chiffres-là et parler peut-être de 50%, c'est-à-dire que la moitié de la patientèle. Mais voilà, restons sur les chiffres officiels de l'hôpital américain. Les chiffres qui m'ont été donnés, hein, voilà, je n'ai rien inventé, qui m'ont été donnés par le personnel de cet hôpital. 40% de la patientèle est étrangère. Dans ces 40%, 30% viennent de l'Afrique. Or, le monde qui fréquente la France, qui vient se soigner en France, vous avez des Anglais, vous avez des Portugais, des Espagnols, des Italiens, vous avez des Asiatiques, vous avez quelques Américains, vous avez des Sud-Américains et vous avez les Africains. Ça fait quand même... Mais, donc, dans ce monde multipolaire, multinational, de la patientèle de l'hôpital américain, 30% officiellement viennent du continent le plus pauvre du monde. Si on regarde, si on pondère avec certaines variables, telles que la proximité, c'est que l'anglais, il quitte facilement Londres par Eurostar pour arriver à Paris. L'espagnol, le portugais, l'italien, les gens de l'Amérique, enfin de l'Europe de l'Est, ils sont quand même qui a 1 heure, qui a 2 heures, qui a 3 heures. Donc, ils devraient être plus nombreux. En plus, c'est quand même ceux qui ont le plus de moyens financièrement. Tous les autres, toutes les autres nationalités qui proviennent de pays quand même développés ont moyens pour se soigner à l'hôpital américain. Mais l'Africain, je vous ai oublié même, effectivement, les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Dubaï, Émirats Arabes Unis et autres, qui aussi viennent là et beaucoup viennent se soigner en France. Parce que la France a gardé quand même une tradition d'un pays où la qualité de soins sur le plan purement médical est au top. Ça, il n'y a rien à dire. Et puis d'autres considérations encore, mais qui font que
Vous avez des gens nantis et tout qui veulent pas se soigner chez eux, vont à l'étranger et donc viennent en France et viennent à l'hôpital américain. Et parce que c'est des personnes qui effectivement sont habituées à une certaine qualité de vie et de service. Donc, vous retrouvez ça davantage à l'hôpital américain que dans les hôpitaux classiques. Tapoter là, les gens de TikTok. Alors, donc, on peut comprendre que cet hôpital est donc mis en place une politique tournée vers l'étranger pour aller piocher là-bas de la patientèle qui paye au prix fort, qui n'est pas réglementé par le tarif de la sécurité sociale française, qui paye au prix fort et qui paye vraiment. Ce qui veut dire que un malade pris en charge de l'hôpital américain équivaut peut-être à 3, 4, 5 malades pris dans les hôpitaux concurrents, les hôpitaux au service médical concurrent. C'est quand même mieux de faire 5 fois un chiffre d'affaires pour finalement un volume de travail moindre que 5 fois moins important. Ça se comprend. Mais ce qui ne se comprend pas, c'est que les Africains qui, normalement, n'ont pas d'argent, viennent se soigner dans cet hôpital. Que 30% au minimum de la patientèle de cet hôpital provient de l'Afrique. Et quelle Afrique? Essentiellement de la partie la plus pauvre du continent le plus pauvre du monde. Et on m'a cité aujourd'hui des noms, des pays. Ça recrute où? Ça recrute à RD Congo, Congo-Brazzaville, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, etc., etc. Guinée équatoriale, Centrafrique. Voilà les pays pourvoyeurs de la patientèle de l'hôpital américain. Voilà les pays qui constituent donc les 30% de la patientèle de l'hôpital américain. 30%. 30% des malades soignés à l'hôpital américain. Comment peut-on comprendre ça? Maintenant, il faut aller regarder qui s'y soigne. Ce n'est pas le Camerounais lambda. Le Camerounais ou l'Africain vivant en France, d'ailleurs, très peu se soigne là-bas. Parce que le prix de la consultation n'est pas en dessous de 300 euros. Le prix de la consultation de spécialiste à l'hôpital américain n'est pas en dessous de 300 euros, avec dépassement d'honoraires. Or, la consultation de spécialiste de cardiologie avec un examen, par exemple une échographie cardiaque, vous avez ça à 150 euros. C'est que l'examen le plus coûteux dans la consultation classique, consultation rapide simple en cardiologie, consultation plus échographie, 150 euros, c'est 140 beaucoup là, donc j'arrondis, 150 euros. Ça, c'est le tarif de la sécurité sociale. La consultation simple, avec électrocardiogramme, c'est un peu moins de 70 euros. À l'hôpital américain, donc, une consultation simple avec électrocardiogramme, ça va vous coûter au moins 300 euros.
Au lieu de 70, dans un hôpital, normalement une consultation, par exemple, publique, par un cardiologue, professeur et tout, qui fait une consultation publique, 70 euros versus 300 euros. Ça, c'est la consultation. Maintenant, la consultation avec échographie cardiaque coûte 150 euros en consultation classique. Mais vous l'aurez là à combien? Vous l'aurez au minimum à 400 euros. Et si vous partez maintenant dans des examens, des explorations plus complexes, des soins plus complexes à l'hospitalisation, vous comprenez que vous avez par rapport au tarif de la sécurité sociale appliqué dans tous les hôpitaux de France, vous allez débourser au minimum 3 fois, voire 4, 5, 6 fois. Ça peut m'aller jusqu'à 10 fois plus. Et ça se justifie entre autres par l'hôtellerie, la bonne nourriture, la bonne restauration, les beaux draps, peut-être parfumés, et ainsi de suite. Voilà donc ce qu'aime la patientèle, ou j'ai envie de dire la clientèle africaine. Mais quelle clientèle? Une clientèle qui vit dans les moustiques en Afrique. Une clientèle qui n'a pas de route pour conduire de belles voitures. Une clientèle qui n'a pas d'eau potable. Une clientèle qui n'a pas d'électricité. Une clientèle qui n'a pas des hôpitaux pour se soigner. C'est cette clientèle-là qui vient chercher l'Eldorado à l'hôpital américain. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas encore rentré dans la partie qui fait mal. C'est que cette fameuse clientèle représente les voleurs, les pilleurs de l'Afrique, les dirigeants africains pilleurs, voleurs, qui confisquent tous les biens des Africains pour venir se soigner à l'hôpital américain et dans tous les hôpitaux de France, d'Europe et du monde. Mais il faut donc se poser la question, qui est responsable de ça? Qui est co-responsable de ça? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête? Parce que tant que ça ne s'arrête pas, tant que l'Africain ne se soignera pas en Afrique, il n'y aura pas des hôpitaux en Afrique. Il n'y aura pas des équipements médicaux adéquats en Afrique. Il n'y aura pas la compétence nécessaire en Afrique. Parce que la compétence, elle, déjà, s'acquiert et s'entretient. Si vous n'entretenez pas une compétence que vous avez acquise à une époque où vous étiez étudiant, c'est clair que vous allez perdre cette compétence. Et beaucoup de praticiens africains, avec le temps, ont perdu la compétence, ne sont plus compétents ou sont moins compétents parce qu'ils n'exercent pas dans des conditions adéquates. Et ces conditions-là doivent leur être données par les dirigeants. Mais des dirigeants qui s'en foutent parce qu'eux, ils se sont à l'hôpital américain. Nous devons comprendre ce problème et en faire une affaire de vie ou de mort. Nous devons en faire une affaire de vie ou de mort. Nous devons en faire une affaire cruciale, primordiale, au même titre que l'histoire, bonsoir de Revaux, au même titre que l'histoire du franc CFA. Moi, j'ai donc pris l'initiative depuis déjà un certain temps d'essayer de me pencher sur la question de l'hôpital américain comme étant l'exemple par excellence de l'hôpital occidental qui participe à la spoliation de l'Afrique.
Un peuple sans santé, un peuple malade. Un peuple sans possibilité de se soigner, un peuple voué à disparaître. Un peuple qui a une offre de soins au rabais, un peuple incapable de s'autodéterminer. Nous avons l'exemple du président camerounais Amadou Ahidjo, qui se faisait soigner par des médecins blancs français, qui lui ont flanqué un diagnostic d'une maladie incurable et rapidement mortelle, qu'il fallait donc qu'il lâche le pouvoir sur recommandation de François Mitterrand, qui n'aimait pas Amadou Ahidjo, qui avait décidé de lui faire sa peau quand il montera au pouvoir. Parce qu'à l'époque, François Mitterrand était avocat d'Ernest Ouandjé, venu au Cameroun pour défendre Ernest Ouandjé. C'est la droite qui est au pouvoir en France. C'était Pompidou. Pompidou qui était l'héritier de De Gaulle. Pompidou qui a donc dit à Amadou Ahidjo, euh, à qui on a donné un pouvoir par effraction. Le Cameroun, ça a toujours été ça. Le Cameroun n'a jamais eu le dirigeant méritant. Albin Bida avait gagné l'élection, avait gagné au Joula, était premier ministre. Mais on l'a débarqué. Parce que, voilà, il était un peu têtu. Et on a donné le pouvoir à Amadou Ahidjo, qui a dû amener le Cameroun vers l'indépendance en 1960. Et l'UPC est rentré dans la clandestinité avec, pour chef de file, enfin, pour celui qui a repris le flambeau de Oumyobé, lui assassiné à Genève en Suisse, après l'assassinat de Oumyobé. Ernest Ouandjé est donc rentré dans la rébellion, ce que les Occidentaux appelaient le maquisard. Ernest Ouandjé était un danger pour le pouvoir naissant en construction d'Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo devait donc se débarrasser d'Ernest Ouandjé sur recommandation de Georges Pompidou. Bon, sauf qu'à un moment donné, les intérêts de la France peuvent ne pas être perçus de la même façon selon qu'on est de la droite ou de la gauche. François Mitterrand, avocat de son État, membre du Parti socialiste, avait donc pour mission de défendre la cause d'Ernest Ouandjé quand il a été capturé. Mais Paul Biya, Amadou Ahidjo lui a dit, on reprend ton avion et rentre chez toi. Il a gardé dans à Ahidjo. Quand il est monté au pouvoir, il a demandé à ses médecins, flanquez-lui un cancer de la prostate ou je ne sais pas trop quoi, dites-lui qu'il n'a plus que quelques jours. Voilà comment Amadou Ahidjo est rentré au Cameroun à la suite donc de sa visite médicale en France pour nous annoncer que, mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République. Après tant d'années de pouvoir, je passe le flambeau à mon successeur constitutionnel, Monsieur Paul Biya Bimbondo Barthélemy. Et on eut Paul Biya. Ce jeune président monte au pouvoir à 39 ans. La jeunesse, la rigueur, la moralisation. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Les gens qui disent que la jeunesse est un programme politique. Voilà ça. Quelqu'un monte au pouvoir à 39 ans. À 93 ans, il dit que je suis encore jeune. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Et il se soigne donc sur les Blancs.
Il continue à se soigner chez les Blancs. Ses collaborateurs se soignent chez les Blancs. Tout le monde qui a un peu de moyens et qui a bénéficié du décret présidentiel de M. Paul Biya soigne chez les Blancs. Les autres pays africains, c'est la même chose. Les évacuations sanitaires de complaisance dont bénéficient les dirigeants de nos pays africains représentent par an des centaines de milliards. L'Afrique dépense des centaines de milliards par an pour soigner, pour faire semblant de soigner des croulants dirigeants africains. Des sommes qui construiraient des hôpitaux aussi modernes que l'hôpital américain. Chers compatriotes, chers Africains, quel est le problème de l'Africain? Pourquoi l'Africain aime cette mentalité? Je suis donc allé à l'hôpital américain ce soir, après avoir écrit au patron de cet hôpital il y a 2 semaines. J'ai téléphoné parce que j'avais rendez-vous, normalement, enfin, j'avais rendez-vous il y a quelques années, j'avais pris rendez-vous avec le patron du département international, un certain Olivier Bosque. Monsieur que j'ai eu à rencontrer sur le plateau d'Alain Foka, le débat africain. Le débat africain qui avait pour thématique les évacuations sanitaires des Africains en Occident. Alain Foka avait invité donc le patron de l'international de l'hôpital américain, plus le ministre du Niger de la Santé et Aimé Boni, votre serviteur, pour parler des évacuations sanitaires des Africains en Occident. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Quelles sont les raisons? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer ce fléau? Et là, le débat était houleux. Vous pouvez toujours le retrouver sur la page de RFI, voilà, en tapant évasion sanitaire Afrique ou africain, voilà. Et vous verrez. Et dans ce débat, j'ai été très offensif envers M. Olivier Bosque, le poussant dans ses derniers retranchements pour lui dire que l'hôpital américain participe à la détresse des Africains, à ce qu'on pourrait qualifier même de crime contre l'humanité. Parce que quand on délaisse son peuple sans soin pour aller donner l'argent à ceux qui en ont déjà, on est dans le crime. On est dans le crime, les gars. À un moment donné, il faut qu'on soit un peu sérieux. Des gens meurent en Afrique parce qu'ils n'ont pas de l'aspirine. Aspirine nourrisson, qui est le médicament basique, mais essentiel pour soigner l'angine de poitrine, pour soigner un infarctus du myocarde. Vous avez vos urgences. Vous voyez un malade, l'électrocardiogramme montre qu'il fait un infarctus. Vous prescrivez l'aspirine, qui doit être fournie par l'hôpital, la pharmacie de l'hôpital. Vous êtes toujours à attendre. Vous êtes obligé de prescrire une ordonnance pour qu'il aille en ville chercher l'aspirine dans un hôpital, dans une pharmacie de ville, alors qu'il a déjà déposé une caution de 300 000 francs, 400 000, 500 000 francs CFA à l'hôpital, parce que la prise en charge est soumise justement au paiement d'une caution. Vous donnez ça. Le gars malade n'a pas d'argent, n'a plus d'argent. Il est 23 heures. Le sponsor de la famille, lui, dort déjà. Il faut attendre le lendemain pour que la famille cherche encore une autre somme pour aller dans une pharmacie
chercher l'aspirine. L'aspirine avait pour déclinaison cardégique, aspégique, aspirine protect entre 75 et 160 mg par jour en cachet ou en poudre. Un médicament qui coûte même pas 500 francs, Stéphane. Il n'y a pas l'hôpital, dans la pharmacie de l'hôpital. Je ne vous parle pas des histoires visuelles, hein. Je ne vous parle pas d'un film. Je ne vous parle pas d'une réalité que moi, mes bonis. J'ai vécu à l'hôpital général de Douala, hôpital général de Douala, hôpital de référence, hôpital universitaire. La pharmacie de l'hôpital n'avait rien. Quel que soit le médicament, n'allez même pas demander certains antibiotiques compliqués, il n'y a pas. Je n'ai jamais compris pourquoi les hôpitaux africains ont des pharmacies hospitalières vides. Je me répète, moi, médecin, je n'ai jamais compris pourquoi les hôpitaux africains ont des pharmacies hospitalières vides. Si bien que, quel que soit le soin et la prescription des médicaments essentiels qui doivent se trouver à l'hôpital, on remet l'ordonnance aux familles d'aller enrichir les pharmacies privées de ville. Alors que la pharmacie de l'hôpital gagnerait à vendre des médicaments. Non. Non seulement elles perdent de l'argent, ensuite, elles perdent le temps aux malades. On appelle ça perte de chance. Parce que le temps que le médicament ne vienne, parce que la famille, le gars malade a cherché ça dans plusieurs pharmacies, le temps que ça arrive, le malade qui est en urgence vitale, il clame. Et les dirigeants, ils n'en ont rien à cirer. Parce que eux, ils se soignent à l'hôpital américain ou à un CHU français, suisse, américain. Ils se soignent là-bas. Ou on ne va jamais vous donner une ordonnance en France. On ne vous donnera jamais une ordonnance en France pour aller acheter un médicament en ville et ramener ça en réanimation. Mais les Africains, we are crazy. We are crazy. What's the problem? What is the problem, dear Africans? Why we can't have a good behavior regarding our health? Dear Africans, please tell me, why our hospital, led by professors, by doctors, by people knowing how the health system in Western countries is managed, how when they are in our hospital, when they lead our hospital, they can't reproduce the same process. Why? Why Africans don't like to treat adequately Africans? Why Africans don't like Africans? Why? Quel est le problème de l'Africain? Pourquoi l'Africain n'aime pas l'Africain? Pourquoi l'Africain se débrouille toujours à mettre des conditions de vulnérabilité extrême, son frère africain? Quelle est cette habitude qu'ont les hôpitaux africains? Et quand je dis ça, je vous parle de plusieurs pays africains que je visite. Et j'ai souvent eu la curiosité d'aller à l'hôpital, de voir comment ça se passe, d'aller dans les consultations. Voilà. Le médecin est censé connaître
la pharmacie hospitalière, les médicaments essentiels qui doivent s'y trouver là. Parce que normalement, dans un hôpital, on doit pouvoir mettre en place une liste de médicaments, plusieurs médicaments d'une même indication, d'une même classe thérapeutique, plusieurs, parce que chaque médecin a à peu près ses habitudes. Voilà. Mais le médecin doit pouvoir adapter ses habitudes à ce qu'il y a à l'hôpital. Donc, pour les médicaments, par exemple, de l'hypertension artérielle ou les antibiotiques, voilà, vous pouvez faire un choix parmi 2, 3, 4 médicaments. Tel médecin va préférer celui-ci, l'autre cela, mais je lui ai dit que ces médicaments ont les mêmes indications, ont des indications assez larges. Et chacun a donc une marge de manœuvre dans ce package. Mais le problème des Africains, c'est que on est fort en théorie. Vous allez voir dans toutes les réunions, et Dieu sait qu'il y a les réunions dans nos hôpitaux. On va parler de médicaments essentiels, on vous met la liste. Il y a même la liste. Les, les hôpitaux ont même la liste des médicaments. Mais allez prescrire. On dit qu'il n'y a pas en pharmacie. Il faut aller au quartier. Il faut aller au quartier. Et dans ça, il y a peut-être maintenant aussi un business qui fait que le médecin va prescrire un médicament un peu compliqué, mais qui se trouve dans une pharmacie particulière. On vous indique qu'il faut aller dans cette pharmacie. Ristourne, les Africains. Comment un dirigeant d'un pays qui aime son pays va donc laisser prospérer ce genre de comportement? Comment? Pourquoi? Parce qu'il vient à l'hôpital américain. J'ai donc écrit parce que, ayant compris que M. Olivier Bosque ne fait plus partie de cet hôpital, or moi j'avais rendez-vous avec lui. Après l'avoir mis en difficulté sur le plateau de RFI, comme je vous ai dit. Et à la fin de l'émission, bah, il était quand même un peu, voilà, secoué. Et il voulait qu'on discute davantage et que ça tombe bien. Je viens là-bas et puis on va discuter. C'était l'occasion pour moi de connaître l'hôpital américain, d'être reçu et de parler de tout et de comprendre pourquoi nos dirigeants se soignent là-bas. Pourquoi eux, ils acceptent que nos dirigeants se soignent là-bas. Qu'est-ce qui attire nos dirigeants là-bas? Après, je n'ai pas eu le temps est passé. Après, il y a eu la COVID, voilà. Et là, il y a eu l'histoire de M. Paul Biya qui a disparu dans le monde. Et on a dit qu'il était tantôt à l'hôpital américain, tantôt voilà, à Clamart, hôpital militaire Percy, ou alors en Suisse et tout ça. Vous savez que j'ai été à l'hôpital militaire Percy. Vous savez que j'ai été là-bas. Je vais revenir sur ce dossier parce que le dossier n'est pas fini. Le dossier de ma visite à l'hôpital militaire de Percy pour savoir si Paul Biya se cache là-bas pour se soigner. J'ai été là-bas, j'ai été reçu par les autorités de cet hôpital. Mais l'affaire n'est pas finie. L'affaire est en train de prendre une tournure un peu compliquée. Mais nous en parlerons. Je vous ai dit que le combat, la libération de l'Afrique se joue sur plusieurs tableaux, parmi lesquels le tableau occidental. Parce que nos dirigeants ne sont que des employés, des préfets des grandes puissances occidentales, où ils viennent prendre l'onction. Vous ne pouvez donc pas dire que il faut juste marcher en Afrique pour les déloger. Il faut juste mettre des bulletins de vote qui n'ont aucun intérêt pour eux dans les urnes pour que, voilà, on passe à autre chose. Non, non. Il faut aussi questionner les Occidentaux sur leur rôle dans le fait que nous avons des dirigeants qui sont inhumains. Parce qu'ils sont inhumains. Fais-nous bonsoir. Ils sont inhumains. Le combat pour la libération de l'Afrique, il est multidimensionnel. Chacun doit jouer son rôle. Je vous ai dit que moi, je vais jouer mon rôle. Et j'ai commencé tout doucement à jouer mon rôle. J'ai donc écrit, après avoir eu l'assistant de direction via le standard au téléphone, j'ai expliqué
qui je suis, voilà. Bon, on ne dit pas tout, mais que voilà, je peux rencontrer celui qui a remplacé M. Olivier Bosque. On dit, bon, maintenant, la direction était un peu éclatée, il y a plusieurs donc, comment orienter ça, et puis on vous reviendra, j'ai écrit. Et tant, bon, on ne dit pas tout, on dit quand même, voilà, je suis médecin, voilà, d'origine, je viens parce que, bon, je veux qu'on discute de certains sujets concernant, voilà, la prise en charge des malades africains, voilà, la diaspora et tout ça, là. Une semaine après, je n'ai pas eu de réponse. J'ai relancé. Je n'ai pas eu de réponse. Ça fait déjà 2 semaines, je n'ai pas eu de réponse. C'est un médecin qui écrit, qui peut être un potentiel patient ou alors ameneur de patientèle ou autre chose. On ne m'a pas répondu. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai décidé de venir à l'hôpital. Et je suis venu là aujourd'hui. Déjà au passage, je tiens à dire aux Camerounais, oh, il est à l'hôpital américain, oh, il est couché là-bas et ainsi de suite. Là. Nos voleurs qui se soignent à l'hôpital américain, quand ils se soignent là, c'est toujours notre identité. Ils ne se soignent pas avec leur identité réelle. Si Niat à l'hôpital américain où il a été là, ce n'est pas le nom Niat qu'il utilise. Si M. Laurent Esso a été ou est à l'hôpital américain, ce n'est pas avec le nom Laurent Esso. Ça, c'est une première information que vous devez retenir. Il se soigne donc avec une identité usurpée. Je vous rappelle que c'est un phénomène qui n'est pas rare en France, où les hautes personnalités françaises, par exemple, se soignent avec une autre identité. Retenez ça. Pour eux, ce n'est pas parce que ils ont peur du peuple français qu'ils les traquent parce qu'ils ne s'occupent pas du peuple. C'est juste pour avoir l'anonymat. Moi, quand j'étais médecin à l'hôpital Georges Pompidou, Madame Mitterrand s'est fait soigner là-bas. Ce n'était pas avec son nom. Et ils sont nombreux comme ça. Mais nos dirigeants à nous, ils ne le font pas parce qu'ils sont conscients qu'ils ne sont pas les bienvenus dans un système de santé qui n'est pas le leur et qui ne mérite pas. Ils savent qu'ils sont des voleurs, des bandits, qui se soignent avec l'argent du contribuable camerounais qui, lui, ne peut même pas soigner un mal de tête au Cameroun. C'est ça qui est ça. Je suis donc venu, j'ai demandé à rencontrer un responsable. Finalement, c'était un peu compliqué. On m'a finalement dirigé vers une dame qui travaille sous la coupe de la responsable de l'international. Parce que la responsable de l'international était absente. Elle m'a reçu avec sa collaboratrice, donc elles étaient deux, on faisait dans un bureau et on a discuté. On a discuté, on a parlé de beaucoup de choses. Je vais multiplier des lives sur la question. Je vais vous faire écouter des choses graves qui ont été dites. Mais retenez une chose, l'Afrique est mal partie. René Dumont avait raison. L'Afrique est mal partie. L'Afrique est mal partie parce que l'Africain ne veut vraiment pas
faire la révolution. La vraie révolution. L'Africain n'est pas prêt à faire la vraie révolution. Et le blanc le sait. Et il en profite. Parce que ce que j'ai entendu de ces responsables d'un hôpital qui participe à la spoliation de l'Afrique, des Africains, c'est inadmissible. C'est inhumain. Peuple africain, c'est très grave ce qui se passe. C'est inhumain. Voilà des gens qui assument qu'ils mangent notre argent. Je vous dis, je vais passer ça. Parce que moi, je vais passer à un stade juridique de la chose. Je ne sais pas ce que font nos juristes. Je ne sais pas combien de juristes, avocats, juristes africains il y a en Occident. Je ne sais pas ce que vous faites. Parfois, je me dis, peut-être qu'il faut que je rentre dans, je ne sais pas trop si on va me demander de rentrer en fac de droit. Ou alors, on accepte que j'aille directement faire un stage d'avocat dans un cabinet d'avocat. Je sors avocat. Pour maîtriser simplement certains rouages dans certains articles, comment machin, tout que je mets en France à sur le plan juridique. Parce qu'il y a de quoi faire. Ouais, à manger. C'est des bandits. Et ils sont conscients que ce qu'ils font n'est pas bon. Mais ils le font. Parce qu'en face, il n'y a pas de réplique. Pourtant, s'il y a quelque chose de bien dans les sociétés occidentales, c'est que tout est prévu par la loi. Il faut simplement attraper le bon morceau. L'hôpital américain est en flagrant délit de non. L'hôpital américain est en flagrant délit de non-respect du code de santé publique français. Et je peux les coincer là. Et je vais les coincer. Je vais les coincer. Et je vous dis, moi, mon combat, seul ou avec un collectif, je vais le mener. Je vais le mener. Les Africains doivent apprendre à unir leurs forces, chacun dans son domaine, pour avancer ensemble. Les combats comme ceux-là doivent avoir, entre autres, des hommes de terrain. Et il faut des penseurs. Et quand on est dans le domaine du droit, si les Africains ont des juristes, il faut qu'ils apportent leur contribution à des causes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des articles de loi du Code de santé publique que l'hôpital américain enfreint de manière grossière, dans sa quête de la patientèle dans le monde et notamment africaine. Et il y a des volets qui peuvent faire jurisprudence en termes d'atteinte aux droits humains. Il faut juste que des gens volontaires s'asseyent, réfléchissent et avancent. Mais je dis encore que ce que moi j'ai entendu aujourd'hui, là, que je vais vous commenter et vous allez écouter, me dit, nous n'avons pas le droit. Nous qui sommes en Occident, nous sommes en France, n'avons pas le droit de laisser ça passer. On est allé jusqu'à... Ce qui m'appelle là, je ne peux pas prendre là maintenant. On est allé jusqu'à narguer les Africains en m'expliquant que, de toute façon, on a un service de sécurité qui est là pour ça.
C'est pas la première fois, même si vous venez là faire le petit bruit, on est habitué. Ouais. Donc, les Africains sont déjà venus faire peut-être le sitting pour réclamer je sais pas trop quoi. Et on leur a envoyé quelques gens de sécurité et on les a foutus dehors. Ils sont habitués. Donc, l'hôpital américain assume qu'ils aiment l'argent des Africains via leurs dictateurs et qu'ils vont continuer à prendre ça, que vous ne pouvez rien. Peuple africain, n'acceptons pas ce genre d'insultes, ce genre de mépris. Je vais vous faire écouter les voices. Je vais vous faire écouter. Si. Moi, je suis dans le combat. Mon entretien, il est enregistré. Et j'assume de l'avoir fait. Parce qu'il va falloir que je documente jusqu'à l'ONU. Bon, qui c'est qui m'appelle? Hein? Oui, allô? Oui, en fait, je suis en live là, donc je peux vraiment pas parler. Je vous rappelle dès que j'ai fini. D'accord, c'est bien, il n'y a pas de problème. OK, à toutes. C'est quoi ça? Voilà, il m'a coupé mon live TikTok. Oh là 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 là. Incroyable, incroyable. C'est pas vrai. OK, donc, je disais, excusez-moi, j'ai été un peu perturbé là. Je disais que l'hôpital américain, par la voix d'une responsable ou deux qui m'ont entretenu aujourd'hui, qui gère, entre autres, l'Afrique et qui se vante de connaître l'Afrique, d'avoir même été, d'avoir des contacts avec des Africains et tout. Oui, quels contacts? Les contacts des praticiens véreux africains et des dirigeants africains qui sont donc les relais pour pêcher la clientèle africaine à venir se soigner ici et là, moyennant des rétrocommissions. L'hôpital américain pratique des rétrocommissions données aux médecins qui adressent les malades dans cet hôpital ou aux responsables des ministères et la direction qui s'occupe des évacuations sanitaires. Vous pensez que un des dossiers des évacuations sanitaires dans un pays africain, qui sait que son OK donne droit au décaissement de millions et de millions au bénéfice de l'hôpital américain ou tout autre hôpital. Vous pensez qu'il veut le faire comme ça, là? Vous voyez que personne de ce système de soins à l'étranger, c'est juste une histoire de on ne peut pas faire autrement. Non, c'est un business. C'est un business qui profite à quelques comptes des pouvoirs locaux
Et certains médecins qui adressent justement dans cet hôpital, dans ces hôpitaux, et même ailleurs. Là, les soins à l'étranger sont un business très lucratif pour tous les maillons de la chaîne. Le médecin qui pose l'indication de il faut qu'on te soigne à l'étranger. J'ai même un endroit où je peux t'envoyer. Il a les rétro-commissions. Il faut que tu ailles à l'étranger. Bon, je suis un responsable. Je vais demander que l'État prenne en charge mes soins. Son dossier est envoyé à la direction qui s'occupe de ça. Bon, il va peut-être mouiller un peu le patron de là pour donner son OK. Et on a payé. Maintenant, où est-ce que ça ira? Il va aller en Turquie, il va aller en Tunisie, il va venir en France et tout. Maintenant, on me dit non, non. Vraiment, la Tunisie, donc, on va mener à l'hôpital américain. Oh, ça va coûter plus cher aux contribuables camerounais, à l'État camerounais. Mais là-bas, c'est que plus on décaisse, plus c'est une commission importante, puisque c'est un pourcentage. Et c'est pour cette raison que chaque année, votre argent, l'argent des Africains, sort pour partir enrichir les Occidentaux et quelques relais locaux. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un traître local dans la précarisation de l'Africain. Toujours, toujours. Et cet hôpital assume donc qu'ils le font. On va faire comment? On est obligé de soigner tout le monde. Ben oui, vous êtes obligé de soigner tout le monde. Ben, vous voyez dans des châteaux en Afrique, prendre les nécessités, vous venez les soigner et puis ils repartent en Afrique. Ben, votre tout le monde là, c'est toujours les mêmes, les riches, les voleurs, les dictateurs, ceux qui refusent de construire des hôpitaux en Afrique. Ben non, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. L'Africain ne peut pas être celui qui va toujours être là à pleurer, à dire que, oh, voilà, voilà, ils se soignent là-bas, oh, même les Blancs aussi, oh, comment les Blancs, ils acceptent ça. On ne peut pas passer notre temps à pleurer. Il faut être dans l'action. Il faut être dans l'action. Et on va être dans l'action. Voilà. Adolphe Biya, quand tu dis cher doc, tout patient mérite un médecin. C'est cela le serment d'Hippocrate. Non, c'est un serment que vous interprétez mal. Parce que j'ai envie de te dire, et d'ailleurs, cette façon d'interpréter le serment d'Hippocrate est en faveur de mon combat, de notre combat. Si tout médecin, si tout malade mérite euh, un médecin, j'ai envie de dire, le voleur africain qui vient se soigner en Occident, ben, il peut avoir un médecin en Afrique, non? Il peut avoir, mais puisqu'il y a des médecins en Afrique, le malade africain qui, lui, n'a pas possibilité de se soigner là-bas, lui ne mérite pas d'avoir un médecin, il mérite d'avoir un médecin. Le médecin occidental a déjà beaucoup de malades ici, là. Vous savez quand même que les rendez-vous de consultation de spécialistes en France sont de plus en plus lointains. Ça veut dire que le français lui-même n'a plus de médecin alors. Parce que 40% de la patientèle de l'hôpital américain vient d'ailleurs. Donc le français lui-même ne peut plus se soigner. Il faut donc que ces 40%-là restent en Afrique, se soigner là-bas, puisqu'il y a des médecins là-bas. Ils n'ont sûrement pas de moyens. Et avec cet argent, et c'est beaucoup d'argent, ils dépensent ici là,
et en Afrique pour que les Africains puissent se soigner chez eux et qu'eux-mêmes puissent se soigner là-bas, puisque normalement, il n'y a pas de raison que ce qui se fait en Occident ne se fasse pas en Afrique. À un moment donné, il faut quand même passer à autre chose. L'Africain ne peut pas toujours être celui qui ne sait rien, qui ne fait rien et qui attend tout de l'Occident. Non. Et vous voyez, moi, je te dis, Adobia, très honnêtement, moi, je ne suis pas là pour chercher le nombre de vues. Je ne suis pas là pour qu'il y ait 5000 personnes dans mon live. Mais vraiment, éviter, moi, des contributions qui sont idiotes. Je le dis vraiment calmement et gentiment. Moi, je vais avoir affaire à des gens qui réfléchissent un peu autrement et qui sont dans la dynamique de dire que, bon, l'Africain, c'est bon d'être l'éternel assisté, le cancre, celui qui n'évolue pas, celui qui n'est pas rentré dans l'histoire de la civilisation. Lui qui est là, il ne veut pas des commentaires comme, honnêtement, moi, je veux des commentaires intelligents. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Bon, donc, c'était simplement pour vous dire que je suis là, j'ai été là, j'ai appris beaucoup de choses qui me confortent à l'idée que si nous ne faisons rien, rien ne se fera pour nous. Si nous ne luttons pas, personne ne pensera à lutter pour nous. Ni les Occidentaux, et puis bon, c'est humain, mais ni nos dirigeants, qui ne sont pas là pour nous, mais uniquement pour eux. Et il faut devoir mener des actions concrètes, dont des actions de droit. De droit. Il faut le faire. Voilà. Je ferai donc ce week-end, je sais pas quand je vais dire, un live pour entrer dans le détail de ce qui a été dit ici, là, et des actions à mener pour finir les évacuations sanitaires de complaisance et à tête chercheuse au bénéfice de nos dirigeants. Oui, Sarko. Alors, il y a un individu là, il y a un individu qui... Moi, c'est terrible, hein? Moi, j'ai du mal à comprendre les Africains. Si je n'apprécie pas quelqu'un, si je trouve qu'une personne est inintéressante, je ne suis pas la personne. Je ne peux pas suivre une personne qui est ni intéressante, ni utile à ma vie. Ça n'existe pas. Vous avez un individu que j'ai rencontré par hasard sur un live abject, nauséabond, inutile, de feignants, qui ne sont rien du tout, des non-names, qui n'existent qu'à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, qui se présentent qu'avec des faux profils. Les gens qui ont que des faux profils, là, comme non, quelqu'un va se faire appeler, je ne sais pas trop comment. D'ailleurs, moi, je ne sais pas trop quelle est cette éducation. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ne peut pas comprendre qu'un
un homme sérieux non seulement se présente avec un faux profil. Bon, c'est un profil de combat. Je prends un exemple. J'ai quelqu'un avec qui je m'entends bien, qui s'appelle le révolutionnaire. Donc, le révolutionnaire. Parce qu'il est dans la révolution. Il est dans la dynamique de ça. Et qui assume ça et est dans le combat. Et d'ailleurs, il suffit de l'approcher rapidement pour comprendre, enfin, pour savoir quel est son nom. Vous avez des gens qui prennent, non seulement des pseudos, mais des pseudos farfelus, genre Was, Jazz, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, Was, Jazz et tout là. Et des individus comme ça là viennent me manquer de respect avec un complexe du négro en expliquant que ces enfants sont nés à l'hôpital américain. Comme si c'était une, une chose à célébrer. Qui se permettent d'être, on ne peut plus irrespectueux, sans substance intellectuelle solide, en défendant des thèses solides, défendables, mais qui passent leur temps à être sur mes posts, à être sur mes lives, à raconter des conneries, mais vous vous dites, bon Dieu, l'Africain n'est pas conséquent. Et j'ai souvent laissé cet individu me dire n'importe quoi, parce que je me dis, bloquer ce genre d'individu n'a même aucun intérêt. Puisque les gens sont quand même capables de repartir avec d'autres faux profils, venir vers vous. Parce que finalement, vous êtes tellement indispensable pour ce genre de personnes qu'elles ne peuvent ne pas s'abreuver de vos connaissances. Mais la jalousie, la méchanceté de l'Africain, de certains Africains, de certains Camerounais, est telle que il faut qu'elle soit quand même là pour continuer à vous manquer de respect. Mais en réalité, en fait, c'est même une bonne nouvelle. Ça prouve que ce que vous faites est utile. Ce que vous faites est important. Plus vous êtes testé, plus vous devez vous dire que vous êtes utile. Plus vous êtes insulté, plus vous êtes décrié, plus vous devez avancer. Parce que ceux-là qui, malgré tout, continuent à vous suivre, ne peuvent pas faire autrement que de vous suivre. Je dis alors, et je dis encore, que l'évacuation sanitaire des Africains, la spoliation des biens des Africains doit être un combat de tout instant. Et il y a des leviers pour mettre un frein sérieux à cette indignité. Il y a des leviers à mettre en place. Et ces leviers-là ont un volet juridique. Et nous allons nous appuyer sur ça. Quand on connaît la loi, quand on connaît le code qui régit la santé publique en France, en Occident, on peut trouver des failles dans cette promotion de la spoliation de l'Afrique. Et nous allons nous occuper de ça. Et je vais m'occuper de ça. L'Ordre des médecins
appuie toutes ses décisions sur le code de déontologie médicale. Et ce code de déontologie médicale prévoit un certain nombre de choses, des contraintes pour les médecins, des contraintes pour les établissements hospitaliers, des contraintes pour les usagers. Et quand on connaît ce code de déontologie, qui lui-même s'appuie sur le code de santé publique, j'ai envie de vous dire qu'il y a de quoi faire. Le problème de l'Africain, c'est que il ne sait pas s'occuper de ce qui est important. Ceux qui ont la compétence de faire avancer les choses, en général, s'occupent à autre chose. Mais il faut que ça change. Et il y a des gens, il y a des Africains, et au-delà même des Africains, il y a des citoyens du monde qui peuvent comprendre que ce problème est un problème urgent. Et nous allons avancer avec cela. Sur ce, merci Eman Kitio qui me dit face à vous, force à vous pour s'abonner. Votre combat est noble. Croyez-moi, croyez-moi, je ne peux pas me focaliser sur des gens inutiles, comme ce petit complexé de, je ne sais pas tout ce que ça veut dire, was jazz. Nous allons foncer, nous allons foncer. Et nous allons vaincre, nous allons gagner. Ce que j'ai entendu là me confronte encore à l'idée que nous devons sauver l'Afrique. Et nous allons la sauver. Janko Ghislain dit, il y a toujours des imbéciles parmi nous. Oui, celui-là, c'est un vrai imbécile. C'est un vrai imbécile. C'est même, c'est un taré. Il est attardé. Voilà, il est attardé. C'est un attardé. Dormir sur les postes de quelqu'un qui est insignifiant, c'est qu'on est mentalement dérangé. Voilà quelqu'un qui a osé me dire que je peux rien lui apprendre sur la médecine parce que il a des médecins dans sa famille, son frère ou son cousin ou son oncle est neurologue. Ouais, il faut être attardé. Quand quelqu'un, un adulte, se permet ce genre de choses, c'est un peu comme si je dirais à un avocat, un certain rang, une sommité dans le droit, je lui dirais que non, vous pouvez rien m'apprendre parce que mon oncle est avocat. Ah, mon frère, mais il faut être bête, il faut n'avoir pas été à l'école. Quelqu'un qui a été à l'école ne peut même pas avoir ce genre de raisonnement. Voilà un peu des gens, et celui-là, au milieu, c'est pas du PCRN, hein, de Kababi. Quand ils sont dans leur live de villageois, bah ça, là, et tout, et ils se prennent pour des gens importants. Et j'ai commis l'erreur de monter dans un faux live comme celui-là. Et voilà. Et il en a profité pour être dans son show. Mais ce fut une leçon. OK, donc les amis. Non, non, qui reste là? Qui reste là? En plus, là, j'ai fait un live spontané dans ma community manager n'est même pas avec moi. Ben, c'est quelqu'un, elle va s'en occuper peut-être pour le bloquer. Mais moi, je ne sais même pas s'il faut bloquer les gens. Comme j'ai toujours dit, c'est des gens qui sont tellement incapables de vivre sans certains leaders d'opinion dont je fais modestement partie. Ils ne peuvent pas vivre sans. Il est sur tous mes posts en train de commenter en m'insultant et tout. Je ne réponds même pas. Je ne réponds même pas. Des gens comme ça, là. On a dit, Umberto Eco avait dit que les réseaux sociaux sont venus donner l'impression à des imbéciles qui sont plus importants que les prix Nobel, pour caricaturer. Voilà. Moi, je ne dis pas, je ne suis pas quelqu'un qui me permettrait de dire que, voilà, ceux qui n'ont pas, allez, je vais dire ça comme ça, mon niveau intellectuel ne sont pas importants. Vous me connaissez? Non. Moi, je ne suis pas ça. Et vous voyez même mes posts et même les commentaires que je fais. Je fais partie des gens qui
commente le plus ses propres posts. Vous avez tous ces mastodontes-là. Dès qu'il a balancé son truc là, il peut avoir 1 million de commentaires, il ne commente même pas. Mais moi, je commente. Je prends la peine, au fort minimum, de liker, de dire quelque chose, de remercier. Ou, ou tu me postes quand je peux, quand j'ai le temps. Parce que j'estime que celui-là qui a pris 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes à vous écouter, vous lui devez du respect. Ce respect-là passe par donner votre avis sur ce qu'il a dit. Voilà. Moi, ma vie, c'est comme ça. Je ne me prends pas pour celui que je ne suis pas. Mais je considère aussi que la société a des règles, a des normes, une stratification. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Vous ne pouvez pas venir dans les réseaux sociaux en faux profil sans qu'on ne sache, vous êtes boutiquier, vous êtes éboueur, vous êtes docteur, vous êtes médecin. C'est pas une insulte. Chacun est ce qu'il est, chacun fait ce qu'il peut. Mais vous pouvez venir, on ne sait pas qui vous êtes. Vous permettez d'insulter quelqu'un quand même qu'on peut dire ce qu'on peut dire. Ce qui est sûr, c'est que Facebook ne donne pas les diplômes aux gens. Facebook ne donne pas les diplômes. Facebook n'a jamais donné, va jamais donner un diplôme de docteur à un médecin. C'est une faculté de médecine qui donne ça. Facebook ne donne jamais le grade d'agrégé à un enseignant. C'est les universités qui donnent ça. C'est les États qui donnent ça. Vous voyez donc un individu comme ce Was Jazz, qui n'a même pas encore mangé, ou du moins on ne sait même pas s'il a mangé, qui est un petit complexé, on ne sait même pas s'il a même le baccalauréat, qui peut se permettre de venir, et tout, la Troisième République, c'est un faux débat, qu'est-ce que vous savez, est-ce que le Cameroun est en crise pour faire la... Et il a voulu nous dérouler les raisons pour lesquelles on peut conceptualiser le passage d'une république à une autre république. Des gens qui n'ont pas été à l'école. Voilà que Pierre-Emmanuel Bignam, du MRC, a sorti son livre sur la Troisième République. J'ai mon concept de la Troisième République. Et d'autres en auront. Et je sais sur quoi je me base pour dire ça. Voilà, un type anonyme, comme ça, là, il vient, vous insulter. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Et comment vous voulez qu'on avance avec ce genre d'individu dans la lutte pour le changement? Voilà un individu, c'est tellement un jeune qui va tout faire pour que Paul Biya reste au pouvoir. C'est ce qu'ils font. Puisqu'ils m'insultent, ils me combattent. Moi qui suis dans la vraie lutte. Moi qui suis capable de faire avancer les choses avec les autres, bien entendu. Il me manque de respect. Il dit votre quoi sur moi. Voilà déjà. Complexé. Moi, je voulais que mes enfants, machin, truc, ils sont nés à l'hôpital américain. Celui-là, quand vous entamez son raisonnement, vous pensez il peut même payer l'hôpital américain. Hein. Les petits villageois complexés qui sont partis du Cameroun en bateau. Bon, ça, je dis encore que non. Ngam ne pas passer par là. Il faut être modeste. Quand on a un certain profit dans la vie, ben, soyez modeste, c'est comme ça qu'on va vous respecter. Moi, je passe pas mon temps dans les réseaux sociaux à parler de mes diplômes, à dire comment j'ai fait pour atteindre, ben, ça peut m'arriver, mais occasionnellement, contextuellement, ben, je passe pas mon temps à ça. Quand je viens vous parler de l'hôpital américain là aujourd'hui, je ne voudrais pas parler de mes diplômes. Non. Vous avez des gens, dès qu'ils montent pour vous apporter la contradiction, ils commencent d'abord à déchirer votre diplôme. C'est quoi cette mentalité des Camerounais? Pourquoi le Camerounais doit toujours verser dans l'insulte, dans le dénigrement de l'autre? Alors que le mec, il a même peut-être des difficultés à avoir le baccalauréat.
Donc, chers amis, vous qui êtes là, je vous dis merci de m'avoir écouté. Euh, Là, je vais démarrer ma voiture, partir, réfléchir bien de ce que j'ai entendu là, que j'ai consigné, mettre en place rapidement une stratégie, vous revenir et pour qu'on avance. Et je dis encore, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Chaque personne est utile. Il y a un de nos amis followers qui m'a contacté en eBay pour une pétition pour justement stopper les évacuations sanitaires. C'était une très bonne idée et c'est une bonne idée. Cette personne est en province, en France. Et je lui ai dit qu'il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on travaille ça. Il faut un mouvement citoyen qui va inclure plusieurs composantes, dont les médecins, dont les juristes, dont les citoyens lambda, ceux, voilà, même les victimes des mauvaises pratiques médicales en Afrique, victimes des mauvaises pratiques médicales en Afrique qui ont peut-être fini par trouver la vie sauve en France et toutes les victimes. Il faut une association. On monte un mouvement qui va aller jusqu'à la Commission européenne, l'ONU, en passant par les parlements nationaux. Il faut un mouvement. Parce que ça va au-delà du soin que Niat Ndifendi, Laurent Esso, Atangana Clément et quelqu'un d'autre peut bénéficier. Ça qui sauver en Afrique. Des vies qui seraient sauvées en Afrique. Des emplois qui seraient créés en Afrique. Ça va au-delà de ça. Ça éviterait des coups d'État médicaux. Amadou Ahidjo a été victime d'un coup d'État médical. Et ça nous a donné quoi? Ça nous a donné le roi fainéant. Oui, Aboubad, Bongo, c'est ça. J'ai expliqué ça tantôt au départ. C'est tout un business. Les évacuations, moi j'ai une collègue qui était dans la direction justement du haut qui a donné pour l'évacuation sanitaire des Camerounais en Occident. Je vous assure que les dessous de table sont très importants. Hein. Les dessous de table, il y en a. Hein. Il y en a beaucoup. Voilà. Bon, maintenant, ne nous arrêtons plus à constater ça. On fait les constats. Nous, on en a fait, c'était peut-être en 2017 ou 2018, voilà, sur le plateau de RFI, dans 2 émissions, avec des collègues africains, sénégalais et autres. Le premier débat, on a parlé de ça. Le deuxième débat avec le collègue et ministre du Niger, je vous ai dit, on parle de ça, on constate. Mais il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Il faut des actions concrètes. Il faut mobiliser l'opinion publique. Donc, je dis encore qu'il faut pouvoir créer au sein de tous les mouvements de contestation qui existent ici et là, dans les communautés africaines de l'Occident, il faut un comité ad hoc pour réfléchir sur comment on fait pour stopper les évacuations sanitaires en imposant aux Occidentaux d'arrêter de les prendre, sous prétexte que on doit soigner tout le monde. Non, on ne doit pas soigner tout le monde. On ne doit pas soigner en Occident les dictateurs. Non, non. En soignant les dictateurs en Occident, on refuse des soins au peuple en Afrique.
C'est comme ça qu'il faut prendre la chose, il faut interpréter la chose. Voilà. Cher monsieur, ouais, vous êtes un imbécile. Vous êtes un imbécile, vous êtes un idiot. Et la preuve que vous êtes un idiot, vous demandez au professeur Bonny que vous venez le rencontrer. Vous êtes un idiot. Mais je pense que les gens ont raison. Je vais demander à ma collaboratrice de vous bloquer. Vous êtes un idiot. Vous voyez un monsieur comme moi vous rencontrer. Du gros n'importe quoi. Allez, chers amis, je vous dis à très bientôt. Merci pour m'écouter. Et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.